Guillaume Canet, première. Ça, on va le garder par contre. Je me doute. Est-ce qu'on peut dire que ton envie de faire du cinéma, d'être réalisateur ou même acteur, vient après une chute à cheval? Non, elle remontait avant ça en fait. Je faisais des courts-métrages et des trucs en vidéo et en Super 8 chez moi dans ma chambre à bien 3-4 ans avant que j'ai cette chute. Par contre, la chute a été le déclencheur pour moi de dire ok voilà, maintenant j'ai l'opportunité de le faire, de me barrer et je suis parti à Paris et j'ai tout abandonné pour pouvoir faire ça et ça a été une période extraordinaire pour moi parce que je pouvais enfin m'épanouir dans ce qui me passionnait, de faire du cinéma, quoi. N'oublie pas la répétition, ça, au collège. Hein? Mon Dieu, mais ils veulent ma peau. Il ressemblait à quoi les premiers courts-métrages de Guillaume Canet? Alors le tout premier, il y avait Nicolas Hulot qui devait venir à l'école et j'avais fait un faux Ushuaïa. J'avais fait une séquence évasion où j'avais donné à une heure précise à toutes les classes de l'école. Il fallait qu'à 14h10 par exemple, précise ou 30, je sais plus, tout le monde part en courant, escalade la grille de l'école et se barre dans le village. Et donc moi j'étais dehors avec la caméra à filmer ça en fait. Sans prévenir évidemment les directeurs, non, ni évidemment. les profs. Donc, toutes les classes se sont vidées, tout le monde était dans le village ensuite. Et voilà, donc c'était mes premiers films en fait. Et donc pour ça on t'a collé pendant toute une année? Ouais. Dans une interview, il y a Thierry Frémaux qui disait de toi que t'étais fait pour le cinéma. J'ai du mal à ne pas mettre du cinéma dans ma vie et de ma vie dans le cinéma en fait, ça c'est évident. Je pense que si j'avais pas eu la chance d'avoir des rôles au cinéma et de devenir acteur, je pense que je serais devenu fou parce que j'ai besoin d'exprimer des choses psychologiquement, physiquement, émotionnellement. Donc je pense que c'est un moyen d'expression qui m'évite la psychanalyse trop longue. Est-ce que cette envie de mettre du cinéma dans ta vie, ça peut expliquer quand tu as essayé de faire une tentative de braquage à 10 ans d'une boulangerie avec un pistolet factice? Ouais, c'est le mélange avec le cinéma, parce que j'étais complètement con. Parce que... Tu te croyais dans un film de gangster ou? Ouais, puis j'aurais pu tomber sur un boulanger un peu con qui avait lui un pistolet mais pas à eau et qui aurait pu, ça aurait pu déraper ou même nous taper ou je sais pas. J'ai grandi en fait entre deux barreaux en fait d'escalier à regarder des films parce que mes parents regardaient beaucoup des films le soir et que moi j'étais planqué dans les escaliers et je regardais des films à travers les barreaux des escaliers. C'était ma passion en fait de regarder des films tout le temps. Et j'ai lu aussi que parfois à table, t'imaginais des scènes qui pouvaient exploser comme ça. Ça c'est des tocs en fait. Je racontais mes tocs. Je me suis un peu soigné depuis mais j'ai encore quelques tocs où des fois je peux pas m'empêcher de pourrir des situations et d'imaginer des choses complètement dingues. Par exemple, un jour, j'étais chez ma copine, il y avait sa belle-mère, sa mère et son père, et je m'imaginais à table, à un moment, toucher les seins, en fait, de sa mère. Juste parce que j'imaginais de voir la réaction que ça pourrait produire à table devant tout le monde. Et du coup, simple fait d'y penser, je suis pas loin de le faire parce que ça devient une obsession, en fait, de vouloir voir la réaction de tout le monde. Il a fallu un moment que je me soigne pour éviter, justement, qu'on m'interne. Que tu le fasses en fait, voilà. Vraiment quoi. Il y a un lien que je trouve assez fort et même très fort entre tes films, c'est que souvent tes films parlent de la mort. Comment toi tu l'expliques en fait? Parce que j'ai vécu des choses dans mon enfance qui m'ont conduit à avoir un rapport particulier à la mort en fait. Ce sont des chocs psychologiques que j'ai eus qui ont fait que une culpabilité très forte que j'ai dû soigner aussi en psychanalyse, genre vraiment me prendre pour un timbré. Mais du coup, ça m'a conduit à avoir un rapport particulier, effectivement, à la mort. Peur de la mort qui s'est dissipée pour moi, depuis que je suis devenu père de famille, mais plutôt qui s'est déplacée, en fait, sur les enfants, en fait. On n'a plus peur de mourir pour soi, en fait. On a peur de mourir par rapport à la peine qu'on va faire aux enfants qu'on laisse en fait, et c'est ça qui est terrible et qui renforce encore plus la peur de la mort. Donc on pense que ça va se calmer, en fait pas du tout. Ça redémarre. En fait, ouais. À 27 ans, on apprend quoi en fait d'un film aussi grand que La Plage? Le tournage se passe pas très bien. Oh, le tournage, il se passe bien, parce que moi, je passe mes journées à faire de la plongée, à être en maillot de bain sur la plage et à fumer de la thaïlandaise. Donc, ça se passait pas très très mal, hein. C'était plutôt très agréable, hein. On apprend que la route est longue, en fait.
C'est-à-dire que quand on rentre à Paris et qu'on est en couverture des journaux parce qu'on est montré comme le jeune acteur français qui va péter la baraque et que on se croit peut-être à ce moment-là arrivé, ce qui n'était pas le cas. Hein. Et derrière, il y a eu Vidocq, ce fameux très grand film dans lequel je suis excellent. Qu'est-ce que tu veux? Je dois retrouver son assassin. D'accord. T'écris Mon idole juste après Vidocq et la plage. Ouais. Pour toi, c'était une bonne manière justement de s'en sortir? Bah ouais, parce que ça faisait plus d'un an que je recevais plus de scénario. Je voyais bien que en fait tout ça avait fait vraiment un effet de pétard mouillé et que du coup, si je voulais vraiment essayer de sauver ce que j'avais réussi un petit peu à construire avant, bah, c'était de faire le film que je rêvais de faire en tant que metteur en scène. Du fun, du fun, du fun. Je t'en demande pas plus, mais pas moins. Si tu m'emmerdes, tu dégages. Et c'est pas un hasard si le film parle de la notoriété, de la célébrité et de est-ce qu'on est prêt à tout pour réussir? Évidemment que non, c'était ma réponse à moi. C'est ce qui m'a conduit à écrire et à réaliser ce film et qui a été le redémarrage parce que nommé au César en tant que premier film, parce que le film a rencontré un vrai succès aussi public et critique et du coup les choses ont redémarré après ça. Dans Ne le dis à personne, cette scène où t'as François Cluzet qui traverse le périph'. Est-ce que pour toi c'est une bonne métaphore du cinéma français quand on est un réalisateur ou un acteur? Éviter les mauvais projets, essayer de traverser au bon moment? Ouais, et puis pas trop se poser de questions quand même. Parce que si on traverse le périph' et qu'on se pose trop de questions, on peut vraiment se prendre une bagnole. Je pense qu'à un moment, il faut savoir, effectivement, si on utilise cette métaphore aussi, savoir vraiment profiter des opportunités et de pas trop se demander si on aura une autre en fait. Faire les choses avec son instinct aussi, je pense que c'est très important dans ce métier. À partir du moment où on le fait avec sincérité et avec plaisir et passion, si ça ne marche pas, au moins tu n'auras pas de regrets quand même parce que tu l'auras fait parce que tu en avais vraiment envie et besoin en fait. Il y a un mec que je connais qui est descendu en bagnole de Paris pour me voir. Bonsoir. Et voilà, il va dormir où là? Dans son cul. Pardon. Peu de temps après, donc, tu réalises Les Petits Mouchoirs et tu dis pourtant, malgré le succès du film, t'as jamais apprécié en fait personnellement le succès de ce film-là. Ouais. Bah oui, je pouvais pas l'apprécier puisque le jour de la sortie du film, je perds un pote de la même bande que celui dont je m'étais déjà inspiré en fait en écrivant le film. On a du mal le soir à se réjouir des entrées du film parce qu'on a l'impression d'être la plus grande pute de la terre en fait, d'avoir raconté cette histoire et d'avoir fait ça en fait. Donc j'ai eu beaucoup de mal et j'ai mis vachement longtemps avant de revoir le film comme un spectateur et me détacher en fait de ce drame émotionnel en fait. Donc c'est vrai que le succès du film, je l'ai pas vraiment vécu. En 2013, tu sors Blue Ties et là aussi en fait c'est difficile comme sortie. Ouais. Il y a une grande déception parce que moi c'est un film qui reste aujourd'hui un des films dont je suis le plus fier parce que c'est un film qui a été extrêmement dur à faire, reconstituer les années 70 à Brooklyn, à New York, tout ça, c'était un film très dur à faire. J'aime beaucoup ce film, j'adore les acteurs dedans, je les trouve formidables, j'aime ce que raconte ce film. What the fuck is that supposed to mean? Brother. Et je pense que le film a aussi vécu ce qu'il devait vivre après le succès des Petits Mouchoirs. C'est-à-dire que les gens étaient un peu déphasés, m'ont fait payer aussi les 5,5 millions d'entrées des Petits Mouchoirs. Peut-être qu'il aurait été plus facile effectivement d'aller faire une suite aux Petits Mouchoirs immédiatement, de prendre beaucoup d'argent. Là, j'ai fait un film où je voulais tout remettre en question. J'ai été faire un film sans argent, où j'ai même mis mon salaire en coproduction dans le film, où j'ai tout recommencé à zéro. Je trouvais que ça méritait un peu plus de soutien de la part des critiques au moins. Donc en fait ça, c'est quelque chose que j'ai mal vécu. Et du coup, j'ai eu envie de tout laisser tomber et j'ai laissé tomber pendant un an. J'ai tout arrêté. Je me suis dit, si ce film-là est en fait vraiment considéré comme une sombre merde et que derrière, j'ai pas ma place dans ce métier, et je n'ai vraiment plus ma place dans ce métier. Et puis après, c'est Cédric Angers qui m'a replongé dedans en me faisant faire la prochaine fois, je viserai le cœur. On sent une certaine haine et une certaine colère dans ce film. Et elle n'était pas par hasard, je pense. Je vais te faire mal. Attendez, Tais-toi. supplie. Crie pas. Ne regarde pas. Tu joues dans un film qui s'appelle La Belle Époque. Est-ce que toi, des fois, tu te dis, j'aurais aimé jouer vivre à une autre époque? Ça m'est arrivé plein de fois parce que je me suis même posé la question. Je ne crois pas forcément à la réincarnation,
Mais je crois en quelque chose qui est quand même particulier, c'est que je me demande pourquoi on a des velléités chacun quand on est, pour faire certaines choses et pas d'autres, et qu'on a des aptitudes à faire certaines choses et pas d'autres. Et je me demande si du coup, je crois pas finalement un peu là, le mec qui change de vie en 2 secondes, dans une phrase, qui croit un peu à la réincarnation, mais ouais, et je me dis que des fois j'aimerais bien aller. Je suis assez fasciné par l'époque des chevaliers, de tout ça. Il y a un truc qui me fascine un peu là-dedans, en fait. Ouais. Donc peut-être que j'étais D'Artagnan dans une autre vie. Cher Monsieur Drummond, votre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des Voyageurs du Temps. En tant qu'acteur ou réalisateur, est-ce que tu aurais aimé justement vivre une différente époque que celle-ci maintenant? Est-ce que tu aurais aimé tourner oui, clairement. Toute cette époque-là des années 70, du cinéma, que ce soit Scorsese, Cassavetes, Schatzberg, et en France, Sauté. Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. Toute cette mouvance-là, oui, carrément. Aujourd'hui, on est dans une ère extraordinaire au niveau des effets spéciaux, des progrès numériques et tout ça, qui sont fascinants pour un metteur en scène, mais aussi à la fois assez flippants. Parce que quand on passe 5 mois à mixer un film, à faire le montage image, le son, la lumière, et que en fait les gens regardent dans le RER sur un portable comme ça avec un son de merde, avec une lumière de merde, c'est assez flippant. On se demande pourquoi on bosse en fait. On n'a jamais parlé de l'avenir à tous les deux. Enfin, je veux dire nos 2 avenirs. Tu vois, moi, spontanément, j'aurais dit notre avenir. Et quand vous travaillez un rôle ou un film, justement, c'est quoi votre rapport de travail avec Marion Cotillard? Elle m'aide énormément, elle me conseille beaucoup sur plein de choses, et j'adore avoir son avis d'ailleurs sur plein de trucs, parce que je trouve qu'elle a un jugement assez juste. Mais j'aime bien de toute façon m'entourer de plein de conseils. Après, je suis assez têtu et au final, je fais ce que je veux, moi. Mais j'adore avoir l'avis des autres.